Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons encore une fois de plus dans ce énième numéro de votre magazine Le Point. Comme vous le savez, l'actualité politique reste dominée par les discours sur l'état de la nation faits par le chef de l'État cet après-midi au Palais du Peuple devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Et pour en parler sur ce plateau, Monsieur Cheo Kitundou, sénateur PPRD, majorité présidentielle. Bienvenue. Merci. Monsieur Cheo Kitundou, la veille du discours, on a prévu le discours pour 10 heures et finalement, aujourd'hui, vers 9 heures, c'était reprogrammé pour 12 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais vous savez, moi qui étais directeur de cabinet du chef de l'État, les charges du chef de l'État sont faites en sorte qu'il peut y avoir un événement dans son programme qui puisse perturber un peu son agenda. Et ce n'est pas la première fois, hein. Et on a vécu 2 ou 3 fois ces genres de circonstances. Donc il ne faut pas accorder trop d'importance. Ce qui était important, c'est que le chef de l'État ait fait cette adresse à la nation à travers la représentation nationale. Et c'était un discours important, d'une part, en ce qui concerne l'état des lieux de la République, et en même temps, parler de l'événement actuel, c'est l'accord conclu par les négociateurs à la Cité de l'Union africaine. Justement, par rapport à l'état de la nation, l'état des lieux, mais apparemment, entendre ce discours, c'est du déjà entendu. Hein? État des lieux, promesses, et finalement, après, rien n'est réalisé. Ah, quand même, on ne peut pas dire ça. Le chef de l'État a d'abord fait le constat de ce qu'il a trouvé au moment où il a accédé à la magistrature suprême. Il a très bien dit qu'il a trouvé la République en lambeaux. Il a utilisé un mot qui était très fort, et c'est qu'il est évident, parce que la République était divisée en 4, avec chaque faction avait sa monnaie. Il n'y avait pas d'infrastructure, en tout cas dans tous les secteurs, le pays était dans un état piteux. Alors, grand effort a été accompli pendant 15 ans, c'est ce qu'a voulu rappeler le chef de l'État. Et ce dernier mandat aussi, il a tenu à féliciter le Premier ministre sortant pour l'œuvre accomplie. Mais le président a été honnête, intègre, pour dire à la nation, effectivement, on a fait un grand effort comparé à la situation qu'on a trouvée au moment où on a accédé à la magistrature suprême, mais il y a encore des grands défis qu'il faut relever dans beaucoup de domaines. Mais un pas important a été accompli et on peut en être satisfait. Il a fait l'état des lieux de 15 ans, mais d'habitude, il fait l'état des lieux d'une année. 15 ans, ça veut dire quoi? Le chef est partant? Mais écoutez, tout le monde chante sur le deuxième mandat du président de la République. Le chef de l'État ne cesse de rappeler qu'il a prêté serment pour respecter la Constitution. Donc il a fait... Donc c'était un discours d'au revoir, en quelque sorte. Au revoir, c'est pas évident encore, parce que vous savez que nous sommes on va bientôt entamer la période préélectorale et qui doit être gérée consensuellement avec l'opposition. C'est pas pour rien qu'on va nommer un nouveau Premier ministre, c'est que le sortant ait donné sa démission. Donc le président est encore là jusqu'au moment où les élections seront effectivement organisées et que son successeur sera élu. Donc, mais c'était important pour le président de la République de rappeler tout ce qui a été accompli depuis qu'il est à la magistrature suprême. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce discours? Ce qui m'a plu dans ce discours, c'est en même temps le chef de l'État a rassuré la population, mais aussi sa fermeté. Et en même temps, la condamnation de toute incitation à la violence. Ça, c'est vraiment important de le rappeler, et qui restera ferme sur ce plan-là. Et en même temps, moi qui étais ministre des Affaires étrangères, j'ai beaucoup apprécié le fait que le chef de l'État ait rappelé la nécessité de respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mais le monde, c'est un village, non? Oui, d'accord. Le problème congolais, c'est le problème de toute la région des Grands Lacs, c'est le problème de l'Union africaine, de la communauté internationale. Mais tout à fait. Il y a certains domaines où nous avons partagé la souveraineté, on n'en disconvient pas. Mais la tendance actuelle,
c'est que tout le monde veut s'ingérer dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo, et ça, nous ne pouvons pas accepter. Vous voyez, même le Conseil, vous avez vu dernièrement la délégation du Conseil de sécurité est ici. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont bassiné les oreilles avec la résolution 2277 puis et tout. Moi, j'ai vu la délégation du Conseil, à aucun moment on a fait allusion à la résolution 2277. Et j'ai toujours rappelé qu'il n'y a pas de gouvernement mondial et que, en ce qui concerne la question électorale, c'est une question qui relève de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et dans ce domaine-là, on n'a pas partagé la souveraineté. Donc il faut respecter ce qu'a dit les institutions, ce qu'ont dit les institutions de la République démocratique du Congo. Donc j'ai bien apprécié ce fait-là et nous tenons, l'occasion nous est offerte de rappeler effectivement à tout le corps diplomatique qui est en République démocratique du Congo et à tous les envoyés spéciaux qu'on envoie ici en République démocratique du Congo, il y a des canaux diplomatiques pour faire parvenir des remarques et des observations aux institutions de la République, mais il n'est pas question de donner l'impression que nous recevons des dictats de la part de ces diplomates, quelle que soit l'importance de leur pays, et ça c'est aussi important de les rappeler. Je crois que les Nations Unies sont organisées selon le principe de souveraineté, mais il y a des domaines pour lesquels nous acceptons de partager la souveraineté. Le chef de l'État a évoqué le respect de la Constitution, qu'il va respecter la Constitution dans toutes ses dispositions. Mais c'est quand même paradoxe, hein. Il dit cela, mais on n'a pas pu organiser les élections dans le délai. On va entrer de pied en pied d'ici là dans la période transitoire. N'est-ce pas là contradictoire? Bon, je vous rappelle que les élections ont été organisées en 2006 et en 2011. Donc cette année, c'est tout à fait particulier. Il n'y a pas eu une volonté délibérée de ne pas organiser les élections, contrairement à ce qu'on veut nous accuser. Il n'y a pas eu une volonté délibérée d'organiser la non-organisation des élections. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais apparemment, ça vous a arrangé, cette situation? Non, ça ne nous arrange pas. Pas du tout. En quoi ça nous arrangerait? Parce que, vous savez, vous avez vu vous-même que la période préélectorale en question, c'est à peu près une année et quelques mois. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Absolument. La politique est dynamique, hein, tout peut changer. Ah, c'est autre chose, mais en tout cas pour l'instant, nous avons la feuille de route qui a guidé le dialogue politique national, rappelle effectivement l'engagement de tous les participants à respecter scrupuleusement la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a tenu aussi à rappeler le chef de l'État. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu cet engagement de la part de tous les participants que le dialogue a pu se tenir. Parce que si on n'avait pas pris cet engagement-là, je pense que beaucoup de membres de l'opposition n'auraient pas pu accepter de venir nous rejoindre. Dans ce discours, le chef de l'État fait plusieurs tournures. Il dit qu'il ne va pas accepter que le pays puisse être pris en otage par une frange de la classe politique congolaise. Là, on voit clairement qu'il s'est adressé au rassemblement. Voilà. Est-ce que c'est une manière de fermer la porte? Non, pas du tout. Au contraire, le président a dit, il a rappelé l'article 24 de l'accord. Non, le chef de l'État a voulu tout simplement montrer que il n'y a pas d'autre voie pour trouver une issue à l'impasse devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui que le dialogue. Et qu'il faut dialoguer. En même temps menaçant. Oui, il était en même temps rassurant, mais ferme. Et cette fermeté est importante parce que, vous savez, il y a cette frange de l'opposition qui n'a pas participé au dialogue, s'inscrit dans une logique insurrectionnelle. Et ça, c'est extrêmement grave. Rien qu'à voir ce qui s'est passé le 19 et le 20, il ne faut pas que ça se reproduise. Donc, c'est pas normal. Et en même temps, vous savez très bien que ces événements sont la conséquence de la non-observation du consensus qui a été trouvé pour le maintien de l'ordre public entre l'autorité de l'hôtel de ville et les organisateurs de la manifestation. Et puis, ces manifestations, vous avez remarqué, j'ai vu même la communauté internationale ici, certains ambassadeurs comme celui le britannique et même l'américain qui ont voulu mettre l'accent sur les sièges des partis d'opposition qui ont été saccagés, mais on oublie que le saccage des sièges des partis de la majorité était antérieur à ce qui s'est passé en ce qui concerne l'opposition. Donc c'est vraiment important de mettre l'accent sur la nécessité de la stabilité institutionnelle, mais aussi la protection des personnes et des biens. Il faudrait, bon,
ceux qui veulent manifester peuvent le faire, mais encore une fois, encore faudrait-il prouver qu'on est capable de canaliser la manifestation pour ne pas porter atteinte à l'ordre public. Est-ce que c'est possible que l'on fasse une transition sans le rassemblement, qui constitue une frange importante de l'opposition aujourd'hui? Mais c'est pour cette raison. Vous savez, aujourd'hui, on découvre au dernier trimestre de 2016 qu'on n'a pas pu organiser les élections. Mais non, le rassemblement, et je tiens ici à rappeler que l'UDPS particulièrement, ça fait depuis 2015, début 2015, que nous étions en pré-négociation, parce qu'on savait déjà à l'époque qu'il n'était pas possible, vu les difficultés auxquelles on était confrontés, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Donc les gens, ils font semblant de découvrir après coup qu'on ne peut pas organiser les élections. Alors qu'on les savait très bien, c'est pour ça. Et nous avons signé un accord sur ce plan, un accord qui a été réactualisé et même confirmé. À l'hôtel Raphaël à Paris. Et auquel on a renoncé. Mais malgré ça, si vous regardez bien l'accord que nous avons conclu maintenant, je crois que cet accord a repris l'essentiel de ce que nous avons décidé lors de la pré-négociation avec l'UDPS. Alors c'est ça le rapport. Oui, mais le rassemblement demande un nouveau dialogue. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Le dialogue portait sur quoi? Sur 4 questions. Parce que essentiellement, c'était en ce qui concerne l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, et conformément aux standards internationaux pour éviter la reproduction des irrégularités qu'on avait constatées lors du premier cycle et du deuxième cycle électoral. Alors maintenant, il y a 4 questions qui nous ont réunis à la Cité de l'Union africaine. D'abord, la question du fichier électoral. Alors on a décidé consensuellement qu'il faut refondre complètement le fichier électoral. Alors, sur ce plan, je ne vois pas, est-ce qu'on va encore revenir là-dessus? Ça s'est terminé. La deuxième question, c'était la séquence électorale. Par quelle élection commencer? Est-ce que par les locales, comme nous préconisions nos majorités, ou bien par la présidentielle, comme a préconisé l'opposition? Alors, finalement, après discussion et confrontation des idées, nous avons décidé ensemble que toutes ces élections peuvent avoir lieu dans une même séquence. Et après aussi, concomitamment, on organiserait les élections locales si les moyens techniques et financiers le permettaient. C'est ça. Alors, sur ces 2 questions, je ne vois pas sur quoi on va encore revenir. La troisième question, c'est le calendrier. Alors, sur le calendrier, c'est du ressort de la commission électorale indépendante. Mais malgré son indépendance, la commission est quand même obligée de tenir compte des points de vue des acteurs politiques, parce que ce sont les acteurs politiques qui vont aux élections. Donc, mais là, la commission électorale indépendante a travaillé avec tous les experts internationaux, les Nations Unies, l'Organisation internationale de la francophonie, le PNUD, l'expertise locale, la communauté internationale. La communauté internationale. Et tout ce que fait la CENI, c'est non sans avoir obtenu les avis de tous ces experts qui travaillent avec elle. Alors là, on a abouti à un calendrier. Ce calendrier, c'est quoi? D'abord, pour qu'il y ait les élections, il faut déterminer le corps électoral. Et le corps électoral n'a pas été déterminé que lors de l'achèvement du processus de révision du fichier électoral. Et le terme de cette révision a été situé au mois de juillet l'année prochaine. Après ça, il faut adopter la loi sur la répartition des sièges, et c'est seulement après que la CENI peut convoquer le corps électoral. Exact. Mais entre la convocation et la tenue effective des élections, il y a des étapes qu'il faut parcourir. Et ça demande 6 mois. Voilà. Idéalement, ça aurait été, pour organiser les bonnes élections, ça aurait été le mois de novembre 2018. Mais vu la pression d'une grande partie de la communauté internationale et même aussi de l'opposition, on a dû d'abord raccourcir au lieu de 600 jours, on est reparti à 504 jours. Mais malgré ça, la pression était telle que on a été obligé de raccourcir ces délais et les élections doivent se tenir au mois d'avril 2018. Alors, sur ce plan, je ne vois pas comment. Il y a beaucoup de gens dans la communauté internationale qui disent, comme les Américains, et même d'autres, les Britanniques. Non, nous sommes sûrs, d'après nos experts, que les élections peuvent avoir lieu en 2017. Exact. Mais on crie, mais on n'a jamais apporté la preuve selon laquelle et quels sont les moyens à disposition pour nous permettre d'organiser les élections en 2017. Personne, même l'opposition qui parle, on n'a jamais vu. Par contre, le pouvoir organisateur des élections, quand elle s'exprime, elle fait la démonstration
claires et nettes des contraintes auxquelles on est confronté, les moyens dont nous devons disposer oui, pour organiser les élections. Tout est clair, dans la clarté. Donc la CENI n'a pas fixé des délais arbitrairement, en tenant compte des éléments objectifs. Voilà, donc pour vous, pas de second dialogue. Non, alors voilà, pour revenir à ça, par contre, c'est-à-dire que le forum tel qu'il a eu lieu à la Cité de l'Union africaine, on ne peut plus le reproduire. Bon, mais vous avez remarqué, et nous tenons à féliciter l'initiative de la CINCO, qui a voulu servir d'intermédiaire entre les négociateurs de l'Union africaine et ceux qui n'ont pas participé. Oui. Alors là, il peut y avoir cette navette-là, c'est-à-dire recueillir les avis de ceux qui n'ont pas participé, et puis nous allons apprécier et voir si effectivement ce qu'ils disent est recevable, et peut-être trouver un aménagement. Hein, mais recommencer le dialogue, comme je viens de vous dire maintenant, parce que le dialogue va porter sur quoi? La délégation du Conseil de sécurité a même dit que cet accord était un pas, mais il fallait continuer avec des consultations. Mais tout à fait, mais maintenant c'est une question de forme maintenant. Il ne peut pas y avoir un forum, un dialogue comme on l'a organisé à la Cité de l'Union africaine, parce qu'on a tout fait pour amener tous ces gens autour de la table. Êtes-vous sûr que vous avez tout fait? Vraiment, je vous assure. Préalable, vous n'avez pas tout rempli. Non, mais moi, vous savez, vous ne pouvez pas venir dans une discussion avec des préconditions. C'est pas normal. Si vous avez des problèmes, venez les exprimer autour de la table devant tout le monde. Et puis il y aura argument contre argument et on va trouver une solution. Mais vous ne pouvez pas dire, avant même d'y discuter, vous savez, même lors de la guerre froide, et quand il y avait même la guerre du Vietnam, pendant que on était en train de combattre là-bas sur le terrain, mais les diplomates étaient aussi en train de parler. C'est ça la question. Donc même avec votre ennemi, vous devez venir parler. Vous avez des problèmes que vous voulez faire valoir, venez les exprimer autour de la table, et puis on pourra trouver une solution. Mais dire qu'avant même de vous rencontrer, il faut que tel préalable soit rempli, encore que ce préalable-là, si vous regardez très bien, je crois qu'à 90%, ça a été accompli. Mais alors, vous donnez la main, finalement, vous prend tout le bras, c'est ça. Mais apparemment, vous voulez une chose et son contraire. Je m'explique. Vous souhaitez à ce qu'ils rejoignent l'accord, mais entre-temps, ils ont encore des préalables. Oui, mais c'est cela, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous ne pouvons prendre en considération que des préalables qui sont recevables. Il y en a d'autres qui sont tout simplement irrecevables. Et je viens de vous dire maintenant, je ne vois pas sur quoi va porter le fameux dialogue qu'il préconise. On va parler de quoi? C'est ça la question. Comment vous envisagez alors une transition sans le rassemblement? Mais vous savez, ce que demande le peuple congolais, c'est quoi? C'est qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est ça la question, ce qui nous oppose aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on parle du terme du mandat du président de la République, mais la meilleure façon de régler cette question-là, c'est qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes qu'on n'a pas pu organiser, non pas délibérément dans les délais constitutionnels, il y a eu des contraintes. Alors maintenant, il faut tout faire pour que le peuple tranche et choisisse les dirigeants qu'ils veulent voir gouverner ce pays démocratiquement. Alors c'est tout ce qui reste. Et c'est ce qu'a rappelé le chef de l'État. La population attendait aussi on revient au discours, la population attendait dans ce discours que le chef de l'État s'excuse de n'avoir pas pu organiser les élections. Mais non, pas du tout. Il s'excuserait si c'est délibérément qu'il n'a pas organisé les élections. Le président de la République, les institutions de la République étaient confrontées à des contraintes qui ne l'ont pas permis. Mais écoutez, qui a prévu l'effondrement des cours des matières premières? C'est ça la question. Aujourd'hui, là. Regardez. La RDC n'a pas que ça. On a l'agriculture, plus de 80 millions de terres arables. Oui, d'accord. Mais tout ça, vous évoquez là la question de la diversification de notre économie. Exact. Mais nous ne sommes pas le seul pays qui se trouve dans ces circonstances-là. Rappelez-vous le budget de la République démocratique du Congo en fonds propres. Nous ne dépassons pas 4 milliards de dollars. Alors que rien que pour organiser les élections, il faut 1,2 milliard de dollars. Et aujourd'hui, vous savez, la question sociale, le chef de l'État l'a rappelé tout à l'heure. Il n'y a pas que les élections, il faut aussi régler le problème. C'est comme à un moment donné, on disait, mais pourquoi on a conçu ce bâtiment intelligent alors qu'on aurait pu consacrer cet argent pour les élections? Exact. Enfin, mais écoutez, les conditions de travail des gens qui veulent régler les questions auxquelles la population est confrontée sont aussi nécessaires. Donc il y a des arbitrages à faire. Mais on ne peut pas
uniquement consacrer l'argent pour les élections et oublier le social, et on ne peut pas non plus se consacrer au social et négliger la question électorale, parce qu'il y a des cycles qu'il faut nécessairement accomplir. Donc là, il y a des contraintes évidentes qui n'ont pas permis d'organiser les élections. Ce sont des circonstances qui relèvent vraiment des cas de force majeure. Mais là, le chef de l'État ne pouvait pas s'excuser, pas du tout, mais plutôt constater que les élections n'ont pas pu avoir lieu sans qu'on l'ait voulu ainsi. Mais il faut maintenant tout faire pour surmonter ces contraintes et puis que le peuple puisse finalement être consulté électoralement. Oui, le chef de l'État aussi a évoqué son avenir politique qui, selon lui, est défini par la Constitution. Effectivement. Mais on sait bien que cette même Constitution donne le pouvoir, la souveraineté au peuple. Pourquoi le chef ne dit pas qu'écoutez, moi, c'est mon dernier mandat, je ne me représente plus, pour lever l'équivoque et puis pour rassurer ceux qui font des procès d'intention? Mais alors, vous dites bien, procès d'intention. Donc, on vit dans un climat suspicieux qui n'a pas de raison. C'est une sorte de mesure de confiance aussi, non? Mais les mesures de confiance, mais je veux dire, sur quelle base le chef de l'État pourrait se représenter? Mais pourquoi on craint ça? Quand il dit qu'il va respecter la Constitution, alors, tout ça, et pourquoi il ne le dit pas avec des mots simples? Ça veut dire que je ne vais plus me représenter. Mais est-ce que vraiment c'est très compliqué de dire qu'il va respecter la Constitution? Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué là-dedans? Je crois qu'il n'y a pas plus simple expression que c'est cela. Je vais respecter la Constitution. Et la Constitution, c'est 2 mandats. Est-ce que c'est pas clair? Et la Constitution, c'est 2 mandats. Donc, je ne me représenterai plus. Mais c'est-à-dire que, aussi, vous voyez, le grand problème auquel nous nous trouvons, c'est que, encore une fois, des donneurs de leçons. Il y a des gens qui veulent forcer le président de la République à s'exprimer d'une certaine manière. Non. Je crois que il s'est exprimé à sa manière, mais de la manière la plus claire possible. Et ce qu'il a dit, il a rappelé les termes de la Constitution dont on a pris l'engagement de respecter scrupuleusement. Donc rien ne pourra se faire en dehors des termes de la Constitution. Joseph Kabila a également félicité le Premier ministre démissionnaire. Effectivement. Avec un bilan négatif. Ah, ça c'est vous qui le dites. 80, il est venu en 2012, le taux dollar c'était 80, il est parti à 140. Il a trouvé un budget à 6 milliards, il part avec un budget de 4 milliards. Le bilan est négatif, non? Bon, rappelez-vous, il y a eu quand même une stabilité monétaire et il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées par le Premier ministre. Je dois vous dire que je suis dans la même longueur d'onde que le chef de l'État. Le Premier ministre n'a pas été sanctionné. Le Premier ministre a présenté sa démission pour tirer les conséquences de l'accord que nous avons signé pour gérer la période préélectorale. C'est ça la question. Donc on n'a pas sanctionné le Premier ministre. C'est pas parce que son bilan était négatif qu'il a présenté sa démission. Ça vraiment il faut le rappeler. Et l'œuvre accomplie par le Premier ministre Matata Ponyo est quand même à saluer. Je pense que beaucoup, on a vécu. Concrètement. Et le seul problème auquel il s'est confronté dernièrement, la dernière année de ce mandat, c'est l'environnement international, qui a eu des répercussions négatives sur la situation. Prenons le cas des emplois, de l'emploi par exemple. Il a suspendu tout engagement, mais il dit qu'il a eu à combattre le chômage. Comment? Parce qu'au niveau de la fonction publique, on n'engageait plus. Comment il a résorbé le chômage? Il faut bien voir, en termes économiques, nous ne pouvons plus vivre dans une économie administrée. Vous savez, la vraie création de l'emploi, c'est les emplois qui viennent du secteur privé. C'est ça l'important. Parce que le gouvernement ne peut pas être créateur de l'emploi qui soit pour satisfaire telle ou telle personne, non, pas question. L'État ne peut créer des emplois que dans la mesure d'une nécessité vraiment qui est exigée. Mais sinon, il faut faire attention parce que où est-ce que l'État va trouver l'argent pour payer les salaires? C'est ça la question. Voilà. L'assiette fiscale avec la TVA, on pensait que l'assiette fiscale allait s'agrandir, mais apparemment on se rend compte que la TVA n'a rien apporté. Nous devons tout faire pour développer le secteur privé dans notre pays,
parce que c'est le secteur privé qui est réellement créateur d'emplois. La capacité de création d'emplois de l'État est limitée. Tout à fait, parce que sinon, il faut puiser dans le trésor pour payer les salaires. Et ça, c'est un problème important. C'est pour cette raison qu'il faut être assez indulgent à l'égard du Premier ministre. Si à un moment donné, on a freiné ces engagements, c'est parce que c'était budgétivore. Alors que notre budget est déjà a des sérieux problèmes, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonds propres, on ne peut pas non plus créer artificiellement des emplois. Le bilan du chef de l'État en revient, et le chef de l'État fait son bilan, non? Tout à fait. Vous le jugez positif? Ah oui. Parce qu'à l'Est, il n'y a pas d'accalmie à l'Est. Le chef de l'État avait dit qu'il va réinstaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, mais à l'Est, il y a encore des poches d'insécurité, il y a un problème. Voilà, comme vous dites, des poches d'insécurité, et ce n'est pas uniquement dans notre pays. Même dans les pays développés, vous regarderez qu'il y a certains coins où ces situations continuent. Vous avez même regardé comme en Turquie, par exemple. La Turquie, aujourd'hui, est presque un pays émergent, mais la Turquie est confrontée à un problème de violence sur son territoire. Dans certains pays européens, vous avez vu dernièrement, il y a le phénomène de terrorisme en Europe occidentale, mais ce terrorisme, c'est pas le gouvernement qui l'a créé. Et le gouvernement fait tout pour éviter cela, mais malgré ça, vous avez vu qu'à tout moment, un acte terroriste peut éclater à n'importe quel endroit aujourd'hui en Europe et dans tout l'Occident en général. Donc il y a des postes de résistance, mais cela ne peut pas non plus nous obliger de prendre en considération qu'il y a eu des progrès sensibles. Le chef l'a rappelé, il a trouvé la République en lambeaux, 4 factions, la République divisée en 4. Aujourd'hui, ce sont des poches de résistance, mais un grand effort a été accompli pour ramener la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, sur le plan économique, nous avons commencé au-dessus et en baisse. Mais ça, c'est l'environnement international. Ça, c'est pas Mais dû. si on avait diversifié l'économie, on n'allait pas arriver, on n'allait pas en arriver là. Tout à fait. C'est si vous voulez, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que pour diversifier l'économie, il faut avoir des moyens financiers. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais pour avoir les moyens financiers, il faut pouvoir diversifier. Parce que si vous êtes prisonnier de la monoproduction, comme chez nous actuellement, avec une économie extravertie, ce n'est pas normal. Bon, mais comme l'a dit le président de la République, je crois que beaucoup de choses ont été accomplies. On a relevé énormément de défis, mais beaucoup de défis aussi demeurent. Et par conséquent, il a rappelé qu'il faut continuer, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait, bien au contraire. Le chef de l'État tient à valoriser l'investissement local. Ce n'est pas en retard. Pourquoi il n'a pas voulu faire ça bien avant? On a vu le commerce qui est réservé aux Congolais, aux nationaux, être envahi par les étrangers. Il ne le fait pas en retard, vous ne pensez pas? Non. Au terme, à l'aube de son mandat? Non, pas du tout. Comme je vous ai dit, il y a eu, comme en matière électorale, il y a eu beaucoup de problèmes dans le pays qui n'ont pas permis à ce qu'on se consacre à certains domaines qui relèvent de la question sociale ou même la question de la création d'emplois. Comme je vous dis, quand vous regardez très bien, cette guerre à l'Est a été un véritable gouffre financier. Ça vraiment, il faut prendre ça très au sérieux. Et puis aussi en même temps, l'effondrement des cours de matières premières a été cela. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter comment c'est un gouffre financier? Le gouffre financier, parce que l'achat de matériel militaire est extrêmement cher. C'est ça la question. C'est justement ça. Et entretenir une armée, c'est pas facile. Et surtout pour financer la guerre, c'est pas aussi facile. C'est extrêmement cher. Et vous savez que nous sommes dans un pays, dans un contexte d'embargo qui ne dit pas son nom, parce que on défend d'acheter des armes de la part de certains pays. Donc il faut toute une gymnastique incroyable pour nous approvisionner en matière militaire. Et en même temps, on oblige la RDC à assurer sa sécurité parce que le maintien de la sécurité est d'abord du ressort du gouvernement, mais en même temps, on met tous les coqs en jambe pour
et éviter que le gouvernement soit doté de ce matériel militaire. C'est tout le problème. Donc c'est vraiment très sérieux. Le chef de l'État a évoqué aussi la nomination incessante du Premier ministre. Ouais. Est-ce que vous êtes parmi ceux-là qui souhaitaient qu'il y ait un gouvernement politique? Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont maintenant réunies pour mettre en place un gouvernement politique? L'idéal serait que nous ayons un gouvernement qui soit doté des personnalités politiques qui peuvent contribuer à faire détendre l'atmosphère dans laquelle nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo, mais aussi des personnalités qui soient vraiment capables de relever les gros défis auxquels on est confronté, notamment la question sociale. Donc nous devons aujourd'hui nous attaquer à la question économique et sociale, c'est très important. Donc le gouvernement qui va être installé a une double mission. D'abord, gérer le pays au quotidien pour régler la question économique et sociale, mais en même temps, préparer des bonnes élections et dans les délais raisonnables. Comment vous voyez des politiques plus se soucier du social? Parce que nous approchons des élections. Vous ne pensez pas que ces politiques vont plus se soucier de leur avenir politique, de leur élection prochaine et abandonner ou ignorer le social de la population? Quels sont les mécanismes que l'on peut prendre? Vous voyez très bien pourquoi nous sommes dans ces gouvernements consensuels, le gouvernement d'union nationale. C'est justement pour éviter la tension que nous vivons actuellement dans le pays. Quand on parle de politique, c'est justement sur ce plan-là, c'est-à-dire faire baisser la tension. Parce que si la question politique n'est pas réglée, mais alors l'économie est hypothéquée. Exact. Autrement dit, pour m'exprimer autrement, la situation politique tient en état la situation économique. Vous voyez aujourd'hui, tous les grands investisseurs qui veulent venir chez nous sont dans l'expectative. On a fétichisé cette date du 19 et 20 décembre. C'est vrai que tout le monde attend ce qui va se passer ce jour-là avant de pouvoir venir ici pour investir. Parce qu'actuellement, vu l'amélioration de certains contextes dans notre pays, surtout au niveau de l'amélioration du climat des affaires, il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent venir. Mais l'odeur de la guerre est dissuasive. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut à tout prix qu'il y ait un consensus sur le plan politique, parce que si ce consensus est trouvé sur le plan politique, la question économique va se résoudre très facilement. Et là, c'est comment rendre le Congo attractif aux investisseurs étrangers potentiels qui peuvent créer de l'emploi et en même temps régler aussi la question sociale. Comment vous envisagez ou bien vous voyez le prochain gouvernement, la taille, les critères? Moi, à mon avis, le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il doit être composé à la fois des technocrates et des personnalités politiques importantes. Alors, ça ne doit pas non plus être un gouvernement éléphant. Ça ne sert à rien parce qu'il est budgétivore, vu le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, il faut trouver une solution médiane. Il faut éviter des frustrations inutiles, parce que vous voyez maintenant, le gouvernement sera partagé entre la société civile, la majorité et l'opposition. Voilà, vous voyez. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas, aujourd'hui, par exemple au niveau de la majorité, il y aura quelques frustrations, parce que le gouvernement était essentiellement majoritaire, avec une partie de l'opposition républicaine. Maintenant, il faudra céder une grande partie, non seulement à l'autre frange de l'opposition, mais aussi à la société civile. Donc il faut éviter des frustrations, mais je crois qu'il faut que nous tous, nous sachions nous faire violence et prendre en considération l'intérêt supérieur du pays. Et ces gouvernements d'union nationale, déjà, sa propre existence atténue la tension que nous vivons dans le pays. Et je suis convaincu que dès la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement, il y aura une certaine détente et ça va rassurer même la communauté internationale. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons vu la délégation du Conseil de sécurité qui a estimé qu'un grand pas a été accompli. C'est une reconnaissance qu'il faut saluer. Vous voyez, beaucoup de gens ont voulu faire croire que le Conseil est venu en République démocratique du Congo en procureur, pour venir vérifier telle ou telle chose, mais au contraire,
cette délégation est venue s'informer, parce que c'est l'organe du maintien de la paix et de la sécurité internationale des Nations Unies, d'ailleurs un organisme politique, éminemment politique. Donc elle est venue s'informer, et je pense que les éléments d'information qui ont été donnés à la délégation du Conseil de sécurité ont rassuré cet organe. Et par conséquent, nous devons maintenir ce dialogue-là. Et le passage, et ce qu'a dit le Conseil, rassure aussi les investisseurs. Parce que c'est pour ça qu'ils sont partis d'ailleurs à l'est de la République démocratique du Congo pour constater ce qui se passe réellement. Il y aura des recommandations qui vont être faites non seulement au pays, mais aussi à la communauté internationale. Donc vraiment, il faut qu'on travaille ensemble pour d'abord dédramatiser ce que l'on craint le 19 et le 20. Je crois que et c'est pour ça que le chef de l'État a été ferme sur ce plan-là. Le chef de l'État n'acceptera pas du tout que on essaye d'attiser la population, d'attiser la violence dans notre pays, parce que la violence appelle la violence, exact, avec des conséquences extrêmement dramatiques. Donc vous voulez une période transitoire sereine. Voilà. Mais nous allons passer avec des restrictions des libertés d'expression, avec les arrestations arbitraires. Sur ce plan, il faut bien comprendre. Déjà, vous préparez le terrain pour des frustrations? Pas du tout. J'ai très bien dit cela. Nous-mêmes, le secrétaire général du PPRD et moi, l'avons très rappelé au Conseil de sécurité des Nations Unies. La liberté d'expression et la liberté de manifester ne sont pas des libertés absolues. Bien entendu, et pour revenir par exemple à la question de la manifestation, il n'y a pas la manifestation n'est pas soumise au régime d'autorisation. Il suffit simplement d'informer. Mais la même Constitution dit que l'exercice de cette liberté est réglé par la loi. Et la loi dit que l'exercice de cette liberté doit tenir compte du maintien de l'ordre public. Et si l'on voit qu'il y a risque d'atteinte à l'ordre public, il peut y avoir des restrictions qui peuvent aller même jusqu'à l'interdiction. Dans les cas d'espèce, on ne peut plus se limiter simplement aux restrictions. Il faut aussi évoquer la question de l'interdiction, vu les conséquences dramatiques que nous avons vécues le 19 et le 20 décembre. Par contre, si on apporte la preuve que la manifestation va se dérouler pacifiquement dans le respect strict de l'ordre public et dans le respect de l'accord qu'on a trouvé avec l'autorité chargée du maintien de l'ordre public, alors là, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça qu'il faut bien rappeler. Et la même chose pour la liberté d'expression. Mais apparemment, ce n'est fait que pour l'opposition. La majorité, vous continuez les manifestations au public. Ah non. Dernièrement, à la FICIN, il y a le PPRD avec Mme Bernadette Poun. Non, dans une salle. C'est pas une invasion publique. On était dans une salle comme dans une conférence. Là, l'ordre public n'est pas troublé. Vous voyez, c'est ça, il faut faire la différence. Et quelle garantie vous voulez avoir de la part de l'opposition? Mais écoutez, c'est ce qu'on a vécu le 19. Rappelez-vous, le gouverneur... Et je pense d'ailleurs même que ce sont des infiltrés venus de la majorité présidentielle pour discréditer. Non, donc nous-mêmes, nous prendrions l'initiative de venir casser le siège des partis. Quand on a saqué le siège du PPRD, du RCD, du président Robert Roy, et de Pius Mwabulot et tout ça, c'est nous-mêmes qui sommes allés casser. Non, c'est pas vrai. Et c'est justement ça le problème. Donc, ce qu'il faut respecter ce dont on s'est mis d'accord avec l'autorité chargée du maintien de l'ordre public. Si ces garanties sont données, vous savez, il y a beaucoup de manifestations ailleurs. Les casseurs profitent de ces manifestations pour venir casser. Mais ici, ce sont les manifestants eux-mêmes qui ont commencé à casser et jusqu'à calciner même certains policiers, saccager les sièges des partis politiques. Donc les forces de l'ordre n'ont fait que réagir, effectivement, avec une manière un peu musclée, mais c'était à la mesure de la menace que faisait peser sur les forces de l'ordre. Donc vous reconnaissez qu'il y a aussi une violation de la part des forces de l'ordre? Mais écoutez, je crois que le procureur général de la République a diligenté une enquête. C'est ce que j'ai dit. On connaît la fin des enquêtes ici en République démocratique. Pas du tout. Ça aboutit difficilement. Non, ça c'est un procès d'intention. On va voir. Et d'ailleurs, même l'opposition a porté des plaintes
Alors on attend les conclusions de cette enquête. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on stigmatise les forces de l'ordre et oublier ce qui avait été à l'origine de tous ces dégâts, à la fois sur le plan humain et sur le plan matériel. Parce que si les manifestants avaient respecté la trajectoire telle qu'elle a été bien déterminée, définie avec l'autorité de la ville, et là, l'encadrement de la manifestation aurait été impeccable et il n'y aurait pas eu production de ces... Le point de rencontre, c'était la place échangeur. Ceux de Kimbanseke devaient venir, devaient emprunter le boulevard Lumumba pour atteindre la place échangeur. Mais déjà au niveau de Njili Saint-Thérèse, ils étaient bloqués, dispersés par la police. N'est-ce pas là une provocation aussi de la part des services de l'ordre? Non, je ne pense pas. Je pense que dans les termes qui ont été déterminés avec l'autorité de la ville, il y a des points bien déterminés d'où devaient provenir les manifestants. C'était ça. Mais ici, il y a eu vraiment un désordre terrible, si bien que la police était à un moment donné désemparée et ne pouvait plus maintenir l'ordre public. Alors là, ça ne pouvait pas jouer. Si vraiment ils avaient respecté l'itinéraire, le problème ne se serait pas posé. Et d'ailleurs parce que le gouverneur de la ville lui-même n'aurait pas pu perdre tout son temps à discuter avec les responsables des manifestants s'il avait une idée derrière la tête, derrière pensée pour interdire la manifestation. Et d'ailleurs, beaucoup de gens avaient beaucoup d'appréhension, mais le gouverneur de la ville s'est imposé et a pris le risque de considérer que les termes de l'accord avec les organisateurs pouvaient faire croire que la manifestation allait se dérouler pacifiquement. Tel n'a pas été le cas. Oui, parlons du profil du futur Premier ministre. Oui. Le futur Premier ministre, l'idéal c'est qu'il soit une personnalité qui a un profil éminemment politique, mais qui soit aussi doté de certains atouts pour résoudre la question économique et sociale. Lesquels, par exemple? Ben, c'est ce que j'ai dit. Hein. Il faudrait une personnalité d'abord avec une formation requise, mais aussi avec une certaine expérience sur le plan de la gestion publique. Ça c'est important, mais en même temps, il faut que ce soit un Premier ministre aussi qui puisse rassurer la population sur le plan politique et qui puisse contribuer à faire baisser la tension. Lequel plairait à la majorité présidentielle? Kamere, Boussa, Mokonda Bonza? Non, vous savez, c'est pas, on ne peut pas émettre un jugement de valeur à ce propos, on ne peut que donner le profil. Mais comme vous savez, le choix du Premier ministre est du ressort du pouvoir discrétionnaire du Président de la République. Et comme il a dit aujourd'hui, je pense que, quelles que soient les supputations que nous puissions faire, le choix du chef de l'État est souvent insondable. Et le Président est la personne la mieux informée sur ces questions-là. Donc je suis convaincu qu'il fera le bon choix. Il n'y aura pas de blocage. Est-ce que vous pensez que ce sera une cohabitation apaisée avec le chef? Oui, mais c'est aussi une des conditions. C'est-à-dire que le Premier ministre a beau être issu de l'opposition, il faudra que ce soit un Premier ministre qui puisse être en bon terme avec le Président de la République. Parce qu'il ne peut pas y avoir un bicéphalisme au sein de l'exécutif. Et il faudrait vraiment que nous respections la Constitution. Et généralement, comme vous avez vu, non seulement la majorité est majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est qu'on va vivre maintenant, parce que c'est un gouvernement d'union nationale, donc en fait, une partie de l'opposition rejoint de la majorité dans les cas d'un gouvernement d'union nationale. Donc là, au sein du gouvernement, il n'y a plus d'opposition et majorité. Hein. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, en Allemagne fédérale, le SPD, qui a perdu les élections face aux chrétiens démocrates, est dans un gouvernement d'union nationale aujourd'hui, et par conséquent, le SPD n'est plus dans l'opposition. D'ailleurs, notre loi sur le statut de l'opposition stipule très bien que la qualité d'opposant n'existe plus si on fait partie du gouvernement. Donc c'est ça. Donc quand on est au gouvernement, on n'est plus dans l'opposition. Et là, c'est un gouvernement d'union nationale avec une mission bien déterminée, résoudre le gros problème économique et financier auquel le pays est confronté, mais tout ça pour converger vers l'organisation des élections dans les délais raisonnables. La crainte, c'est qu'il y ait un autre glissement après les 18.
avril 2018. Mais quelles sont les garanties que vous pouvez aujourd'hui donner à l'opinion pour les garantir qu'il n'y aura plus d'autres glissements? Mais la première garantie, c'est l'opposition qui fait partie du gouvernement du national. Même si elle est minoritaire. Non, mais écoutez, malgré ça, elle est minoritaire. On a quand même eu besoin d'eux pour former ce gouvernement du national, sans lequel je crois que rien ne peut se faire. Imaginez, s'ils n'étaient pas là, ça aurait été quand même assez compliqué. Et il ne faut pas aussi oublier que le pouvoir corrompt. Hein. Ils étaient opposants, mais arrivés dans le pouvoir, ils ne sont plus opposants. Et... Non, là, c'est aussi des suspicions qui ne sont pas du tout... qui ne sont pas fondées. Pour l'instant, je pense que l'idée de ce gouvernement du national, c'est qu'on va se surveiller. Opposition et majorité, même si on est dans un gouvernement du national, c'est pour éviter qu'il y ait de dérapage. Donc il faut... Et d'ailleurs, il y a un comité de mise en œuvre, ça c'est un élément important. Mais qui n'est pas encore voilà, qui va être installé bientôt. Et puis ce comité de mise en œuvre va veiller à ce que l'accord soit strictement respecté. Et dans l'accord, il y a la question du calendrier, comme on l'a dit tout à l'heure, le délai pour la révision du fichier électoral, mais aussi pour la tenue effective des élections. Dans les élections, il peut y avoir un petit retard, parce qu'il y a peut-être des aléas, mais ça ne va pas. Mais ce comité de suivi-là ne sera pas une photocopie du comité de suivi des recommandations des concertations? Non, cette fois c'est tout à fait différent. Parce que comme je vous dis sincèrement que oui, les concertations avaient une ambition beaucoup plus large. On voulait traiter de tous les problèmes qui concernent le pays. Mais ici, le comité de suivi va uniquement être consacré à la mise en œuvre des termes de l'accord relatifs à l'organisation des élections. Que les élections se déroulent normalement, non seulement dans les cadres fixés par l'accord, mais aussi en respectant les délais qui ont été prévus. Merci, M. Léonard Tchéoki-Tounou, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes sénateur, PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, qui fait partie de la majorité présidentielle. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir.